Il est le fils d'un substitut du procureur du roi au Châtelet de Paris et cousin du dramaturge Jean-François Regnard. Son père le destine aux études de droit, mais il s'en détourne pour s'adonner à la chanson, ce qui ne l'empêche pas de mener, parallèlement, une carrière fructueuse dans les affaires. Il se lie avec plusieurs célèbres chansonniers de son temps, Alexis Piron, Pierre Gallet et, par l'intermédiaire de ce dernier, Charles-François Panard. Il commence par composer des vers amphigouriques, puis se lie avec Crébillon fils et devint en 1729 l'un des premiers membres de la Société du Caveau, si célèbre par sa gaieté. En parallèle, il est d'abord attaché, pendant près de 20 ans, à un riche financier, M. de Meulan, receveur général de la Généralité de Paris, puis au duc d'Orléans, grand amateur de chansons et de théâtre de société, qui le nomme son lecteur et son secrétaire. Cette charge lui vaut des intérêts dans les fermes, ainsi que quelques gratifications qui arrondissent sa fortune. Collet compose de nombreuses chansons, souvent égrillardes, dont il publie les moins osées dans des recueils intitulés Chansons joyeuses, mises au jour par un anonyme, Onissime, avec un très grand succès. Melchior Grimm, dans sa correspondance littéraire, février 1763, n'hésite pas à le comparer à Anacréon. Occasionnellement, il compose des chansons patriotiques, dont la plus célèbre, La prise de Port-Mahon, 1756, lui vaut une pension de 600 livres. Dans un deuxième temps de sa carrière, il compose pour le théâtre du duc d'Orléans une foule de pièces et de parades fort gaies, qui le font surnommer le Corneille de la parade, et dont plusieurs furent ultérieurement recueillies dans le théâtre des Boulevards. 1756. Dans un troisième temps, il donne des comédies plus ambitieuses, quoique toujours légères, plus longues et plus travaillées, plus élégantes et plus vraies aussi, comme Le Galant escroc ou La vérité dans le vin. Il est encouragé dans cette veine par sa femme, qu'il avait épousée sur le tard, en 1757, et qui voulait qu'il devînt un véritable écrivain. Enfin, Collet cherche à sortir du cadre restreint des théâtres de société et fait recevoir une de ses pièces à la Comédie Française, Dupuis et Desrenais, comédie larmoyante qui eut 17 représentations en 1763. Son second ouvrage dans ce genre, La partie de chasse de Henri IV, quoique représenté chez son protecteur en 1762, est toutefois interdit à Paris jusqu'à la mort de Louis XV, en 1774. Cette pièce, qui figure en tête de son théâtre de société, remporte en dépit de l'interdiction un grand succès après l'avènement de Louis XVI et demeure aujourd'hui son œuvre la plus célèbre. Dans cette comédie se trouve la chanson Vive Henri IV qui rencontre une très grande popularité. Durant plusieurs décennies, la carrière de Collet souffrit du changement de ton qui apparaît vers 1766 dans la société du duc d'Orléans à la suite de la liaison de celui-ci avec Madame de Montesson. Un souci affiché de respectabilité le fait progressivement mettre à l'écart. Tandis que triomphe Carmontel, sa pièce La Veuve tombe à la Comédie Française en 1770. Ces circonstances, avec la perte de sa femme, attristent sa vieillesse. Dans son journal historique ou mémoire littéraire, Paris, 1807. 3 volumes inuits, publiés après sa mort mais couvrant la période 1748 à 1772. Il règle ses comptes avec ses concurrents et ses ennemis. Il s'y montre superficiellement libertin et gai, mais au fond amer et conservateur, détestant les comédiens, les philosophes, l'Académie française, Voltaire et Rousseau.